Si vous calculez sur 1 heure et demie le temps que vous avez mis, la plombe que vous avez mis à créer un soi-disant état d'hypnose, vous élaguez beaucoup. Je veux dire, si tu parles gravement à un client de son problème, il finit par croire qu'il a un grave problème. Si tu lui parles comme s'il est fragile, tu le transformes, tu renforces sa fragilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent facilement que oui, le mental, c'est un hypnotiseur, oui, je suis hypnotisé par mes pensées au quotidien, mais on ne peut pas s'en rendre compte autant que lorsque on œuvre à se déshypnotiser. Il n'y a que lorsqu'on se réveille d'un rêve qu'on sait à quel point on était en train de rêver. Bonjour et bienvenue sur le podcast Oser se lancer, le podcast à destination de tous les praticiens en hypnose et en accompagnement. Je m'appelle Anna Gallet, je suis coach et formatrice et j'accompagne les débutants à oser se lancer, à simplifier leur pratique et à trouver leur premier client. Dans ce podcast, je reçois aujourd'hui Frédéric Vincent. Je suis assez contente de le recevoir puisque c'est une figure un peu emblématique de notre monde de l'hypnose. Il a une vision particulière, il parle lui de déshypnose plutôt que d'hypnose. Donc je pense que ça va être un podcast très intéressant pour nous tous. Comme d'habitude, je vous mets en commentaire tous les moyens de travailler avec Frédéric Vincent, que ce soit ses formations, ses 2 livres Zéro Mental et Déshypnose. Déshypnose d'ailleurs qui est un livre spécial pour les professionnels. Et je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Bon bah déjà bonjour Frédéric et un grand merci pour venir nous parler un peu de ta méthode ou même de plus de ta pensée, je dirais carrément, sur ce podcast. Donc, je vais te présenter très rapidement parce que finalement, je connais pas trop ton parcours et j'ai un peu fait exprès de pas chercher pour une fois, j'avoue. J'ai par contre bien avancé sur le livre. Et du coup, Frédéric Vincent, toi, tu as créé la méthode Zéro Mental Déshypnose, la méthode de déshypnose, Ouais. j'ai bien compris, et quelque chose qui, pour moi, va pas à l'encontre de tout ce qu'on connaît, c'est ce que j'ai compris pour l'instant, mais par contre amène un point de vue qui est radicalement différent de ce qu'on voit dans les formations d'hypnose et qui mélange la méditation et l'hypnose et franchement c'est vraiment intéressant. Alors moi ça m'a mis en colère sur certains trucs. Genre je lisais le livre, j'étais là putain comme ça me saoule. C'est très bon signe, c'est excellent. Vas-y. Et plus j'avance et plus je me dis oui c'est vrai, ok il y a des trucs je peux carrément les entendre hyper facilement, on en reparlera. Il y en a d'autres je suis là putain mais ouais mais si y a rien bah alors on est quoi. Enfin tu vois je commence à m'interroger sur des trucs qui vont un peu plus loin, donc je te propose qu'on aborde tout ça et, Ouais. euh, et pour commencer comment t'en es venu à créer ça quoi toi. Mhm. Alors déjà, merci Anna pour cet entretien. Salut à tous les auditeurs. Je m'appelle Frédéric Vincent, je suis donc créateur du Zéro Mental et spécialiste du changement rapide, voilà pour faire très court. Et tu me demandes en fait comment j'en suis venu à créer la méthode Zéro Mental. Ouais. C'est bien ça? Oui. Alors, tu as dit un truc important tout à l'heure, c'est que effectivement, ça amène une redéfinition, une relecture de l'hypnose, Mm. tout en amenant en même temps un champ augmenté et amplifié avec des simplificateurs et des accélérateurs. Donc, il y a tout un tas de choses, effectivement, dans la méthode Zéro Mental. Mais au départ, le Zéro Mental, ça a été créé donc en 2006, et au départ, ce n'était pas encore ça. Au tout début, c'était vraiment une combinaison de petites techniques pour apprendre à faire le silence dans sa tête. C'était Mhm. plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui du mental off, avec des éléments de point zéro, les choses qui t'ont peut-être, pour certaines, mises en réaction, c'est possible. Voilà, c'était vraiment très introductif. Et en fait, tu as dit aussi tout à l'heure quelque chose, tu as dit en fait c'est un mélange d'hypnose et de méditation. Je vais aller un tout petit peu plus loin, c'est plutôt l'apport du point zéro dans le champ de l'hypnothérapie. Ok. Et le point zéro, c'est le point culminant de la déshypnose quelque part. C'est vraiment de sortir de notre hypnose mentale quotidienne qui s'impose à nous à l'insu de notre plein gré et qui nous amène à découvrir qu'on n'est ni le corps, ni le mental, ni même La la sensation. conscience, Ok. ni même la conscience et tout ce qu'on se construit d'une façon ultra puissante et ultra hypnotique au quotidien. Et il est vrai que plus on va vers ce point zéro, plus on se déshypnotise, plus on se rend compte à quel point on est sous hypnose au quotidien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui comprennent facilement que oui, le mental,
c'est un hypnotiseur, oui, je suis hypnotisé par mes pensées au quotidien, mais on ne peut pas s'en rendre compte autant que lorsque on œuvre à se déshypnotiser. Il n'y Mhm. a que lorsqu'on se réveille d'un rêve qu'on sait à quel point on était en train de rêver. Quand tu es dans le rêve, tu n'as pas l'impression de rêver autant que ça. Tu peux être conscient de ton rêve et continuer de guider ton rêve pour le rêve éveillé. Mais tu n'as pas l'impression d'être autant hypnotisé que ça dans ton rêve. Et puis finalement, c'est vraiment quand tu en sors vraiment, quand tu sors du rêve de l'individualité, que là, pour le coup, il y a vraiment un shift qui se produit dans ton esprit. Et ce shift, moi, je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans, donc bien avant de rencontrer l'hypnose thérapeutique. Et donc, j'ai cherché à le reproduire au fil du temps. Et la façon dont je cherchais à le reproduire, ce shift, appelons-le comme ça aujourd'hui, c'est à travers l'annulation du mental. Ok. Alors, bien sûr, beaucoup vont dire, voilà, oui, mais le mental, c'est pas possible de l'arrêter. Bon, en l'occurrence, c'est possible de l'arrêter momentanément, plus ou moins profondément. Et c'est ce qu'on s'affaire à faire également dans la partie du mental off, du zéro mental. Mais si tu veux, au fil du temps, donc, bon, moi j'ai été touché par ça. J'ai passé, entre guillemets, la majeure partie de ma vie, on peut dire de ma vie intérieure, à vouloir reproduire et ressortir de cette matrice mentale. Et puis un jour, 10 ans après, j'ai rencontré l'hypnose thérapeutique. Ok. Et là, pour le coup, ça m'a permis de comprendre tout un tas de choses sur le mental lui-même. Parce qu'au départ, moi, c'était je ne veux pas entendre parler du mental. Le mental est un ennemi. Je n'en veux pas et je lui fais la guerre. Ah, c'était la bataille. Ouais, ouais. Et du coup, ensuite, si tu veux, j'ai compris avec l'hypnose que le mental, en fait, on pouvait quand même en faire quelque chose d'intéressant. On pouvait créer des changements. Et au départ, je me suis dirigé vers ça tout simplement parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se rapproche le plus de ce que j'ai vécu? Et donc, je suis allé vers l'hypnothérapie. Parce qu'en fait, c'était l'hypnothérapie ou la sophrologie. Enfin, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix, d'accord? Mais je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas du tout ça. Et en plus, quand je suis arrivé dans l'hypnothérapie, on a commencé à me parler d'un état d'hypnose. Oh là là! Là, ça a commencé à faire un frottement à l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Ça devait être Parce que sympa c'est les études. Enfin, ouais, ouais, ouais. Si tu veux, là, l'état d'hypnose, je me suis dit, mais c'est quoi le délire? C'est quoi le truc? C'est quoi qu'ils recherchent? Parce que moi, j'étais en formation, voilà, je regardais ce qui se passait. C'est ça un état d'hypnose, mais bon, bref. Et donc, j'ai appris avec patience et conscience l'hypnothérapie. Pendant plusieurs années, j'ai fait en sorte de pratiquer l'hypnothérapie ericksonienne. Et puis, si tu veux, tout cet apport du point zéro, il était resté dans un coin de mon esprit, mais momentanément, j'avais un peu mis ça de côté pour vraiment me consacrer à l'hypnothérapie. Et puis, ce faisant, euh, comme mon travail intérieur, il était d'élaguer beaucoup de choses du mental, j'ai, par voie de conséquence, élagué tout un tas de choses de l'hypnothérapie traditionnelle. Ce que tu vas retrouver dans le livre, c'est le mental switch typiquement. C'est la base de l'hypnose, version simplifiée et accélérée. Ouais, c'est ce qui m'avait semblé reconnaître des petits points de. Voilà, absolument. Et si tu veux, j'ai commencé à élaguer ma pratique jusqu'au jour où j'ai fini par enseigner cette pratique. À l'époque, ça s'appelait la PNLH. Et donc, j'ai enseigné ça à de nombreux hypnothérapeutes, praticiens, maîtres praticiens, etc. J'ai enseigné ça pendant environ 7 ou 8 ans. Et voilà, c'était super. On faisait gagner du temps, on faisait gagner en liberté parce qu'on se libérait de protocoles, de tout un carcan de choses, de suggestions à rallonge, etc. Donc, plutôt cool. Et puis, dans cette même période, j'ai enseigné l'auto-hypnose. Tous les mois, à Paris, il y avait des groupes d'auto-hypnose et donc, ça m'a permis toujours d'aller dans le détail Voici de quelques tout ça. informations à propos de Paris. Ça, t'as mis Ouais. Paris, en fait, ça a allumé Google. Tout va T'as bien. vu, t'as vu la puissance de la suggestion quand même. Horrible. C'est horrible. Comment ça passe? Ouais, ouais, ouais. Ok, donc les cours d'auto-hypnose.
les cours d'auto-hypnose. Et donc, à l'époque déjà, j'expliquais aux gens qui arrivaient, il y en avait beaucoup qui se prenaient la tête en disant « Ouais, mais je ne sais pas si je suis dans un état d'hypnose, d'auto-hypnose ou pas, etc. » Et voilà, c'est là que la simplification des processus, elle a commencé. Et de fil en aiguille, forcément, le point zéro étant dans une partie de mon esprit, a fini par infuser, fusionner, jusqu'à se marier complètement avec l'hypnothérapie et créer au fil du temps une méthode qui s'appelle aujourd'hui la méthode zéro mental pour les accompagnements, pour les professionnels de l'accompagnement. Et tu me diras si le chat, tu l'entends. Je l'entends, mais c'est pas grave. Il va venir nous accompagner, le chat, parce que quand il s'y met, je peux vous assurer qu'il continue. Et donc, ça a permis de créer une méthode dont beaucoup de praticiens sont passés, je dirais, au hachoir, on peut dire, sont passés dans le process. Et depuis, on va dire, depuis 2015, j'ai vraiment travaillé uniquement au développement de la méthode zéro mental, du praticien zéro mental. Et aujourd'hui, il y a même un livre qui est sorti qui relate sur près d'un peu plus de 600 pages, je dirais, les tenants et les aboutissants du praticien zéro mental, et tout en sachant que j'ai continué d'accompagner le grand public dans leur propre évolution à travers notamment le centre d'évolution zéro mental. Ok. Voilà. Pour faire simple, voilà ce que je peux te dire dans un premier temps. Après, évidemment, tu as peut-être des questions. J'ai une question de petite curieuse. C'est à 19 ans, c'était quoi ce shift que tu as eu Tu t'es rendu compte que le mental nous hypnotisait? En fait, alors déjà, je pense qu'autour de 16-17 ans, déjà, je sentais que dans ma tête, ça n'allait pas comme je voulais. Et j'étais sous l'emprise d'émotions, de systèmes de réaction dans lesquels je ne me reconnaissais pas. Et donc, j'ai cherché en vain à trouver des solutions pour apaiser ma tête. Et je sentais bien qu'il y avait un rapport avec le mental. Donc, je suis passé même avec des hypnotiseurs de l'époque. Je pense qu'ils ne bossaient pas aussi bien que ceux d'aujourd'hui. Et j'ai fait tout un tas de choses sans résultat. Et je vivais vraiment dans un enfer mental. Pour moi, c'était comme si je sentais la vie ou une force puissante au-dedans de moi et je n'arrivais pas à l'exprimer et à vivre libre, quoi, en fait. Je me sentais vraiment enfermé. Et du coup, j'ai constaté que moins il y avait de mental, moins il y avait de pensée dans ma tête, plus je me sentais bien. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, je vais utiliser cette voie-là. Jusqu'à, comme un psychopathe, on va dire, du truc, je me suis dit, mais je veux plus de pensée pendant que j'agis, quoi. Je veux plus aucune pensée dans ma tête. Et donc, j'ai œuvré à ça jusqu'au jour où, à un moment donné, j'ai vraiment vécu une expérience où le mental a été complètement annulé, mais pas que d'une façon consciente, d'une façon aussi inconsciente. Et là, c'était comme une forme de réveil, tout simplement, où je me suis rendu compte, mais en fait, je ne suis pas le corps, je ne suis pas le mental. Il y avait une complète dissociation et avec la perception complètement ouverte, un peu comme on pourrait dire une forme d'écran de conscience, d'accord, sans aucun parasite et sans aucune identification au corps physique et mental, pour faire simple. Et à ce moment-là, toutes les résistances inconscientes, les blocages inconscients, les tensions inconscientes, momentanément, étaient tombées. Je fais « waouh !» Et là, je me suis dit « waouh !» Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est quoi ce truc, quoi. Je me suis dit « mais c'est ça le truc, en fait. » Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que entre guillemets, la magie de la vie a fait que je suis allé à la FNAC, comme par hasard, je me suis dirigé vers des livres que j'ai pris dans ma main et je me suis dit, tiens, c'est marrant, il parle de ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai compris que, par exemple, dans l'Advaita, le Vedanta, l'hindouisme, toutes ces choses-là, il y avait des maîtres spirituels qui parlaient de ces choses-là. Et du coup, en fait, j'ai fait, on va dire, à la vie, à la mort, j'ai fait une boulimie de ces trucs-là, on pourrait dire. J'ai étudié tous ces trucs, j'ai étudié ces maîtres-là, et jusqu'à me rendre compte de ce que j'étais en train de vivre, quoi. Tout en sachant que je précise que même si j'ai vécu ça
et que j'ai revécu ça et que je le revis à d'autres moments d'une façon qui n'est pas toujours de la même intensité, plus ou moins, tout ça c'est relatif, ça reste si tu veux, des éveils, on pourrait dire momentanés, et c'est aussi pour ça que je ne me considère pas comme un éveillé au sens profond du terme, tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'a permis donc de développer tout un tas de techniques parce que de par l'intention de vouloir retrouver ça, j'ai développé tout un tas de techniques. Ok? Ouais. Ça, c'est plus ce qui va se ranger dans le livre, dans la rubrique point zéro, si tu préfères. Et de fil en aiguille, voilà, ce qui s'est passé, c'est que d'une part, j'ai continué d'accompagner les praticiens de l'accompagnement à simplifier, accélérer leur processus de changement. D'autre part, j'ai ajouté les tâches du mental off pour leur expliquer qu'on pouvait reprogrammer l'autre à partir du silence mental. Et pour finir, les amener je leur ai dit, en fait, maintenant que vous avez compris qu'on peut aller vers le silence mental, il y a un étage au-dessus. Ah ouais? C'est quoi le truc? Point zéro. Ah bon? Ok. Parce qu'au début, la plupart, ils ne sont pas forcément préparés à ça. Ce n'est pas forcément leur recherche. Hein. Et du coup, voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis, avec le fil du temps, la méthode zéro mental s'est peaufinée, jusqu'à donner, depuis quelques temps maintenant, quelque chose de très abouti, qui a une vraie patte, une vraie identité, une vraie marque, pas dans le sens de la marque zéro mentale, mais un vrai marquage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de consistant. On n'est pas juste dans des copier-coller de choses qu'on aura essayé de coudre ensemble. On est vraiment sur quelque chose de profond. Et c'est aussi pour ça que je poursuis ce chemin depuis le début et que je suis sur ma ligne et que quel que soit ce qui se passe et quelles que soient les réactions qu'il peuvent y avoir par rapport à ça, moi, ça ne me dérange aucunement. Je veux dire, moi, je continue de construire tout ça parce que je suis complètement aligné à ça. Et du coup, ça fait sens aussi pour ceux que je rencontre, parce que je rencontre énormément, toi, tu es dans l'hypnothérapie, donc je te parle de ça, je rencontre énormément d'hypnothérapeutes dans mes formations qui shiftent eux aussi et qui disent, mais bon sang, mais en fait, c'est ça, quoi. Mais c'est clair qu'on est tous sous hypnose et que le but du jeu, c'est ça, la déshypnose. Et de faire ce travail de déshypnotiser aussi le thérapeute pour aller sur des niveaux de potentiel de présence thérapeutique, d'intuition ou de regard du réel et du non-réel, de rapport à l'autre, de rapport à soi, de rapport aux croyances par rapport au changement qui engage un travail très profond au final. Je vais faire un tout petit résumé au cas où, parce que moi je suis en train de lire le livre, donc c'est vrai que ce que tu me dis, ça commence à se ranger, je vais dire, même si ça m'a bien secoué la tête. Mais donc, la déshypnose, ça part du principe qu'on est hypnotisé par notre mental et qu'on a l'impression de contrôler nos pensées, nos sentiments, nos sensations et nos comportements, alors qu'en fait, du tout. On contrôle rien de tout ça, ça s'impose à nous et après, nous, on essaye d'en faire des trucs. On essaie d'en faire des trucs et on croit que c'est nous aussi. On s'identifie à ça. Ouais, tout à fait. Par exemple, je suis boulimique, et c'est moi qui suis boulimique en tant qu'être humain, quoi. Okay. Donc ça, j'arrive très bien à l'intégrer. Et il y a, de ce que j'ai compris, 3 paliers dans les accompagnements de zéro mental. Il y a mettre une nouvelle hypnose qui aide plus, qui est vraiment le palier, on va dire, premier. Dire oui, t'es dans une hypnose pour l'instant, mais là, on t'aide à en mettre une nouvelle qui t'aide plus. Et là, je dirais que c'est un peu l'hypnose qu'on fait habituellement. Trouver des nouvelles façons de s'hypnotiser soi-même et de se dire, oui, je serai donc boulimique du sport. Et puis après, il y a, comme tu disais, il y a le mental off qui est le début de la déshypnose, ou mettre le mental sur pause. Et puis le point 0, où là, on arrive à... J'ai encore un peu de mal, je pense, c'est à l'origine des croyances qu'on s'est mis ou de ce qu'on croit être nous alors que non. Et on essaye de s'enlever de tout ça. Je sais pas du tout si je suis claire sur le point 0, je suis pas encore très au point. C'est de revenir au point d'origine avant même que le mental et toutes ces croyances apparaissent. D'accord. Ok. Et alors grande question, s'il n'y a pas tout ça, qu'est-ce qu'on est? Alors peut-être que c'est de la rationalisation et que je veux vraiment être un truc, et qu'en fait il n'y a pas à être, mais... Alors, c'est une question qui est très légitime et très importante. Maintenant, comme ce que nous sommes n'est pas définissable, ce qui est beaucoup plus facile, c'est de te dire ce que nous ne sommes pas. Ce que nous ne sommes pas,
nous ne sommes pas le mental, nous ne sommes pas les émotions, nous ne sommes pas les mémoires, nous ne sommes pas nos programmes, nous ne sommes pas nos histoires, nous ne sommes pas de la matière, nous ne sommes pas une image. Donc, si tu veux, quand tu retires tout ça, au final, tu t'aperçois que tu ne peux pas t'identifier à tout ce qui apparaît à la conscience, puisque tout ce qui y apparaît disparaît. Ensuite, reste ce qui reste, avec le silence profond qui l'accompagne. Mais moi, ça me terrorise, tu me dis ça me fait flipper. Je me dis, mais mon Dieu, si tu m'enlèves tout ça, mais je suis plus rien. Quelle Et horreur. en fait c'est juste que ça te permet de te rendre compte que tu es libre de ce dont tu es aujourd'hui, peut-être consciemment ou inconsciemment. Je sais que je m'aventure un peu quand je dis ça, mais prisonnière, c'est-à-dire dès lors que tu es à l'intérieur, tu œuvres avec ça. Mais si tu veux, ça n'annule pas Anna pour autant. C'est-à-dire que même si tu te rends compte de ça, ça n'empêche pas que le corps puisse vivre, que la vie puisse passer, que les émotions puissent aller, que les conversations vont et viennent, que la conscience se joue en fait. C'est juste un niveau de perception qui va plus sur un plan beaucoup plus subtil que le plan grossier de la matière et que le plan pseudo-subtil de la pensée. Quelque chose de plus spirituel alors? En fait, c'est ce que vise normalement la spiritualité. Or, aujourd'hui, la spiritualité, c'est tout un tas de concepts plus ou moins brillants, plus ou moins fantasmés, plus ou moins, tu vois, interprétés. Donc, c'est pas de la spiritualité, ça, c'est souvent d'ailleurs des compensations de pathos, de problématiques et d'oubli de soi. C'est vraiment l'oubli de notre nature véritable qui nous amène à avoir tout un tas de fictions, de fantasmagories dans notre tête. Et c'est bien là que tout le problème démarre à la base, tu vois. Donc oui, en fait, la spiritualité, ce serait en fait la définition la plus clean pour moi de la spiritualité, c'est distinguer le vrai du faux. C'est-à-dire apprendre à voir le faux comme le faux et ne pas se confondre avec. Et à partir de là, retrouver ce que nous sommes. Par-delà l'illusion de qui nous croyons être et de ce que nous croyons être le réel. Ok. Alors, pour rebondir, comment, si moi je fais ce chemin, qui a l'air quand même de prendre un peu de temps, comment je sais que je suis pas en train de me créer une nouvelle hypnose en pensant que je me déshypnotise? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. Alors déjà, d'une part, il faut comprendre que ça peut aller très vite. Ah La croyance qu'il faut toute une vie ne fait pas partie des croyances du zéro mental. Ça peut aller d'une part très vite, et en même temps, je te l'accorde, après c'est le travail qui peut potentiellement mettre toute une vie pour aller à je dirais, à un niveau plus ou moins approfondi. Mais les prises de conscience, les flashs de conscience de ça, ça peut être très rapide. Et c'est d'ailleurs la marque, la façon de fonctionner du zéro mental, c'est vraiment de travailler avec des accélérateurs sur tout ce qu'on fait. Et du coup, outre le fait que ça va vite, ta question, en fait, rappelle-la moi, s'il te plaît. Comment je sais que je suis pas en train de me créer une nouvelle hypnose en pensant que je me déshypnotise et je me dis, bah ça y est, je suis arrivé. Tu sais, comme plein de gens que je peux entendre des fois un peu en mode spiritualité. Ça y est, je suis arrivé à l'essence de ce que je suis. Bien sûr, bien sûr. Bah, c'est le grand piège. Hein. Ouais. C'est le grand piège. C'est, je pense qu'il peut y avoir beaucoup de confusion par rapport à ça, mais tu peux, par exemple, réaliser que tu n'es pas le penseur, que c'est la pensée qui pense toute seule. Déjà, rien que d'observer ça, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ensuite, tu peux t'apercevoir qu'il n'y a personne qui pense, au fond, que tu crois qu'il y a un penseur qui s'auto-agit seul, mais finalement, si tu l'observes bien, tu t'aperçois que c'est un agglomérat de parties mentales qui sont collées ensemble, ancrées ensemble, et qui donnent l'illusion d'un penseur. Si tu observes ça, déjà, tu vas te rendre compte que tu n'es pas le penseur et qu'il n'y a même pas de penseur. Et comme il n'y a même pas de penseur, il n'y a personne, en fait. Tu comprends ? Déjà, réaliser des paliers comme celui-ci montre qu'il se passe quelque chose dans ta conscience. Et puis enfin, tu peux par exemple te rendre compte que tu n'es pas l'agissant, tu n'es pas celui qui décide de faire le mouvement, tout comme tu n'es pas celui, par exemple,
Tu n'es pas celui qui décide d'avoir l'émotion que tu vas avoir dans quelques instants, parce que tu ne sais pas quelle sera ta prochaine émotion. Tu vois, ta tête vient de bouger et de faire oui, mais tu ne savais pas à l'avance qu'elle allait faire ça, ni Non. même le sourire qui commence à se créer. Oui. La main qui... Tu vois ce que je veux dire? Je C'est me très sens facile. eu. Non, mais c'est très Non, mais facile. c'est oui, oui, oui. T'as mis Tout ces ça, exercices très vite dans ton livre et je les ai oui, testés tout de voilà. suite. Et je me suis dit, oui, en effet, même si j'aimerais, par volonté de contrôle ou par ego ou parce que tu veux me dire, ah oui, c'est moi qui pense, oui, oui, je sais très bien que je vais me prouver que je vais faire ce geste. Bah non, non, en effet, Ben il y a non, des trucs que je pense. parce qu'à ce moment-là, tu ne ferais même pas exprès d'avoir envie de me prouver ça. Cette envie apparaîtrait subitement. Et le truc, c'est que bah, les gens s'identifient à tout ça, mais c'est naturel. Hein, c'est quelque chose qui est là, c'est une hypnose très profonde. Et on se prend les pieds là-dedans. Donc tu peux effectivement aller vers ça, jusqu'à des niveaux plus ou moins profonds où tu sais qu'il n'y a pas de doute à un moment donné. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de doute. Mais pour rassurer tous ceux qui se poseraient des questions là-dessus, c'est un chemin. Et on n'est pas obligé d'arriver au bout de ce chemin pour commencer à très très bien manier le zéro mental. Mais si tu veux, c'est quelque chose euh, où je sensibilise naturellement les praticiens à ça, parce que un thérapeute, euh, pour ma part, je pense que c'est la moindre des choses qu'il puisse aller le plus loin possible dans son intériorité, si on peut appeler ça comme ça. C'est la base. Qu'il puisse vraiment rentrer dans des états de présence très avancés et remarquer qu'il peut y avoir une fin à la thérapie. Je veux dire, c'est la base d'un thérapeute. Parce que le point zéro, c'est potentiellement la fin de la thérapie. La thérapie commence avec nos fausses identifications. Parce que, après tout, même si tu n'étais plus identifié à ton corps, mais que ton corps vit une épreuve, quelque chose de difficile. Il peut y avoir des émotions de colère, des émotions de stress, des choses comme ça. Mais c'est OK, en fait, il n'y a pas de bien de mal. C'est juste que le corps, à ce moment-là, peut le digérer très vite. Mais là où il ne digère pas, c'est quand il y a des identifications, des contractions et toute une histoire qui se construit autour. En fait, la seule chose qui va en thérapie, c'est nos illusions, c'est notre mental. Et c'est ça qui rend les choses fantastiques au final, c'est que tous les gens qui viennent nous voir en thérapie, bah, on sait qu'ils sont profondément hypnotisés. C'est-à-dire même celui qui est là ou celle qui est là sur son fauteuil en train de pleurer à la mort, on sait au fond que ce n'est qu'un rêve. Et je peux te dire que ça change vraiment les choses. Je ne te parle pas de le savoir intellectuellement, mais de savoir viscéralement que ce n'est qu'un rêve. Parce que forcément, tu ne vas pas aborder sa souffrance de la même manière. Quelqu'un qui est en train de dormir et de faire un cauchemar, toi, tu sais qu'il est en train de dormir et de faire un cauchemar. Donc, tu sais que tu vas le bousculer, tu sais que tu vas le réveiller. Tu dis « Oh, 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 c'était un rêve, c'était un cauchemar. » Tu te réveilles, tu vois. Mais c'est pas pareil que si tu crois qu'il est vraiment en train de souffrir dans un vrai truc tangible. Il n'y a rien de tangible, en fait, au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Tout ça, c'est de la fiction. Mais c'est l'histoire qu'on te raconte sur ce qu'on vit, quoi. Voilà, c'est ça qui rend les choses assez surprenantes et qui peut permettre aussi une accélération du changement. Ok. Quand tu dis accélération du changement, je vais te poser toutes les questions bateau, que je vais trouver les réponses, je pense, dans le livre, hein, mais est-ce que c'est possible pour tout le monde, la généralisation est un peu nulle, mais d'accélérer le changement? Tu vois, on a tendance à se dire, oui, ça serait un peu trop violent pour lui, il en est pas Ouais, là, il machin et tout, à prendre des pincettes dans tous les ouais, sens. ouais, ouais. Alors ça, déjà, ça parle des croyances du thérapeute. Ouais. Ça, c'est les croyances du thérapeute. Mais même si tu as 1 milliard de thérapeutes qui disent la même chose, ça reste leurs croyances. Ouais. La Mm. réalité, c'est que le cerveau est flexible. Mm. Et que, d'ailleurs, je crois même on a quelqu'un qui fait peut-être parfois polémique, mais Richard Bandler disait, mais vos clients, ils ne sont pas en sucre. Arrêtez de croire qu'ils sont en sucre. Je veux dire, si tu parles gravement à un client de son problème, il finit par croire qu'il a un grave problème. Si tu lui parles comme s'il est fragile, tu le transformes, tu renforces sa fragilité.
Mais bien sûr, tout ça, ce n'est pas l'approche d'une machine, ce que je te dis. C'est l'approche où, quelque part, il y a aussi une captation, une intuition. On capte l'individu qui est en face de nous. On n'est pas brut de décoffrage comme certains pourraient se le faire croire. Ce n'est pas ça l'idée. C'est qu'on garde évidemment toute la lecture, toute la sensibilité qui va avec pour pouvoir conduire l'autre. Ce n'est pas de forcer l'autre, c'est de réveiller l'autre. C'est très différent. C'est très différent. Oui, donc quoi qu'il arrive, il y a quand même un rythme qui est suivi, même si le réveil peut se faire finalement rapidement. Alors oui, On n'a pas besoin d'attendre, de se dire il faut 10 ans pour être réveillé, quoi. Tu peux commencer un réveil oui, rapidement. parce que tu sais, la plupart des demandes sont au niveau du mental switch, en fait, des gens qui veulent passer d'une illusion à une autre. Je veux dire, la réalité, c'est que nos clients, en règle générale, ils s'en foutent de savoir ce qui sont leurs natures véritables et s'éveiller au point zéro. Je veux dire, ce qu'ils veulent, c'est je veux arrêter d'être jalouse, je veux perdre du poids, je veux me libérer de ce trauma, je veux avoir confiance en moi, etc. Et salut le thérapeute, je m'en vais, je retourne à mes occupations. C'est vrai. Hein. Mais je précise quand même une chose, parce que parfois, il y a un amalgame qui se fait. Le changement rapide, c'est quoi? C'est d'aller à l'essentiel et d'utiliser des raccourcis. Ce n'est pas de changer l'autre à tout prix le plus vite possible. Ça serait du changement stupide. Le changement rapide, c'est vraiment d'aller à l'essentiel. Et parfois, même si on va à l'essentiel, ça peut prendre un peu de temps. Mais majoritairement, c'est vrai qu'il y a une accélération du changement. Pour donner un exemple très concret, puisque j'ai plus de 10 ans de recul sur les hypnothérapeutes maintenant, qu'est-ce qui ressort de ça? C'est qu'ils gagnent entre un tiers et la moitié de leur temps de travail. Les séances qui durent 1h30, elles vont durer 45 minutes. Voilà. Et puis, des fois, évidemment, ça dure moins longtemps. Mais ce n'est pas un concours de vitesse. C'est un concours, si vous préférez, plus d'élagage, d'aller droit au but, de pragmatisme. Et vous pourriez dire, mais bon sang, c'est pas possible en fait, parce que ça doit être forcément moins efficace. Eh bien non, en fait. C'est juste que si vous calculez, vous, sur vos séances d'1h30, les suggestions qui ont été efficaces vraiment, bah, vous pouvez en élaguer beaucoup. Si vous calculez sur 1h30 le temps que vous avez mis, la plombe que vous avez mis à créer un soi-disant état d'hypnose, vous élaguez beaucoup. Calculez le temps que vous avez mis dans votre ciblage à analyser ou à rentrer dans l'histoire de l'autre, vous éliminez beaucoup de temps. Voilà pourquoi, en fait, on utilise exactement les mêmes leviers que l'hypnothérapie. Okay, on utilise exactement les mêmes leviers que l'hypnothérapie dans la partie créativité, champ mental, etc. Et donc, la reprogrammation de l'inconscient, c'est la même. Voilà pourquoi ce n'est pas moins efficace que l'hypnothérapie. C'est au moins autant. En fait, ça t'a simplifié des trucs qui, moi, déjà, me rendent dingue, genre de devoir mettre 20 minutes, 30 minutes pour faire une induction, ou même dans l'anamnèse, entre guillemets, de tourner autour, machin. Là, on a une espèce de focus. C'est ça. Et il y a un autre truc qui est assez amusant, c'est que il y en a qui me disent « Ouais, mais je sais faire. Le truc là, simple là, que tu as fait en vidéo, moi je sais faire. » Je dis « Mais est-ce que tu le fais ?» Bah non. Pourquoi? Bah non, mais parce que moi, c'est un peu plus… voilà, en gros, je perds du temps. Mais, et c'est ça que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est que… et pour ça, je reprendrai un dicton de, je crois que c'était Léonard de Vinci qui disait ça, qui disait que pour lui, je ne sais plus comment on disait ça, ouais, la perfection n'est pas lorsqu'on ne peut plus rien ajouter, mais lorsqu'on ne peut plus rien retirer. Et c'est ça qu'on s'est efforcé, que je me suis efforcé à faire dans le zéro mental. Et tu pourrais me dire, ouais, mais pourquoi toi, tu as élagué ça alors que nous, on connaît les mêmes choses, quoi, si on compare juste la branche du mental switch, tu vois. Bah, je te dirais qu'en fait, je me suis posé la question. Et je me suis dit, des fois, quand j'allais en PNLH pour simplifier et accélérer le processus de changement des hypnothérapeutes, je me disais, mais sur le chemin, je me disais, mais attends, mais je vais leur apprendre un truc qu'ils savent déjà, quoi. Et puis en fait, non, mais ça faisait boum dans leur tête, tu vois. Et en fait, j'ai compris au fil du temps que
je crois que la plupart des hypnos que j'ai pu rencontrer, et j'en ai rencontré quand même beaucoup, hein, eh bien, de par leur façon de penser, en fait, souvent, ils pensent compliqué. On leur a Et appris aussi à penser compliqué dans les formations. oui, non, mais absolument. Moi, je veux dire, j'ai connu l'hypnose ericksonienne, donc je connais. Moi, ça a été ma croix, je crois, tu vois, à un moment donné. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, ce qui s'est passé, Fred, c'est que toi, comme tu t'as cherché à vider ta tête en permanence et à pas t'encombrer des concepts, en fait, tu as juste fait de la relecture. Et il y a des choses que tu as recadrées, en fait. Mm. Tu as dit, mais c'est pas possible, ça sert à rien, etc. J'ai eu toute une période, à un moment donné, quand j'ai commencé à muter ma pratique, où je faisais des choses très simples. Et je me suis dit, mais Fred, tu ne peux pas faire des choses simples comme ça. Il va falloir que tu reprennes des protocoles un peu compliqués, sophistiqués, de l'hypnose ericksonienne. Et quand je les reprenais, d'une part, ça me prenait plus de temps et ce n'était pas mieux en termes de résultats. Je me suis dit, bon, ok, il y a un truc. Et puis voilà, de fil en aiguille, après, voilà, si tu veux, c'est ça qui a fait que c'est cette simplicité qui s'est imposée. Mais c'est vrai que Et ce truc de on peut pas faire simple, ce serait trop simple, et voilà. les clients nous payent pour du compliqué, de la douleur et de la souffrance et du machin. Et croyez-moi, ils ne vous payent pas pour du compliqué, ils vous payent pour changer. Ouais. Parce que j'ai jamais eu des clients aussi contents en 30 minutes que. Je veux dire, ce n'est pas le temps que vous passez avec votre client, hein. Si en 1 heure et demie, il sent que ça n'a pas beaucoup bougé chez lui, il ne va pas être content. Mm. Il préfère payer le double du prix et rester 30 minutes avec vous et qu'il sente un vrai truc en lui plutôt qu'autre chose. Il ne vient pas passer du temps avec vous, le client. Il ne vient pas tchatcher avec vous. Il ne vient pas vivre quelque chose de soi-disant fantastique d'un point de vue de l'hypnose. Non, en fait, il vient pour changer. Mm. Et c'est aussi le recadrage à ce niveau-là sur lequel Zéro Mental met l'accent, c'est qu'en fait, on vient pour changer, quoi. On ne vient pas pour se faire plaisir. On ne vient pas pour vivre des états extraordinaires. Non, on vient pour changer. En tout cas, c'est ce que ça tarde à faire, le Zéro Mental, c'est du changement. C'est pas pour faire beau, c'est pas du spectacle, c'est pas tout ça. C'est du pragmatisme, en fait. Mm. Dans le livre, à un moment, tu mets, j'ai renoté la phrase parce que je trouvais ça trop bien, le silence mental réforme des programmes inconscients. Ouais. Et de ce que moi j'en ai compris que déjà rien que le fait d'avoir un silence mental déjà amenait un changement en Ouais, fait, dans les programmes, et que tu n'avais pas forcément besoin du coup d'en faire plus, et que déjà trouver cet endroit-là en soi amenait des changements. tout à fait. Mais c'est d'ailleurs, bon, nous, on l'appelle le mental off. Mm. Certains vont appeler ça des trans profondes. Moi, je ne sais pas ce que c'est une transe profonde parce qu'on est en transe tout le temps, donc, et très profondément d'ailleurs. Mm. Donc, si tu veux, oui, le silence mental, il œuvre en fait au-dedans. Quand tu compresses le mental, que tu l'effaces et que tu l'arrêtes momentanément et que tu reconsidères un élément à partir de ce silence, un élément de ta vie, eh bien, il y a quelque chose qui se recalcule. En fait, le silence, c'est un peu comme un soleil qui vient faire fondre le glaçon d'une problématique émotionnelle. Et bien sûr, ça, il faut réussir à les lier ensemble pour que la fonte se fasse. Mm. Ok. Ça doit pas être simple tout le temps de former des praticiens, de déformer des praticiens même. Eh Euh, bien, écoute, je ne sais pas, mais en tout cas, pour ma part, c'est un vrai plaisir. J'imagine. Et j'ai toujours kiffé de le faire parce que je vais te dire pourquoi. Et je vais te dire surtout comment. C'est qu'en fait, dans mes formations, même si peut-être je parais d'extérieur comme ça, je n'impose rien. C'est-à-dire qu'en fait, je ne fais que du yes set dans mes formations. Et que même si l'hypnothérapeute il est bourré de croyances qui empêcheraient de comprendre, tous ces yes set, ça passe. Et au final, ça finit par l'éclairer. Alors au début, ça le bouscule, ça le confusionne. Pour certains, pour d'autres, ça fait yes, 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 consciemment aussi, tout de suite, tu vois, parce que ça fait sens. Et puis d'autres, ça résiste un petit peu, un peu comme un popcorn, tu sais, qui résiste, qui fait un petit bruit, tu sais, un petit bruit avant que pouf, il s'ouvre, quoi. Donc pour moi, c'est un vrai plaisir. Et finalement, je ne vois pas de vraies problématiques à déformer, entre guillemets, un hypnothérapeute ericksonien, Mm. traditionnel, on va dire, parce que ça se passe bien.
Et puis, surtout que ce que j'apprécie, c'est leur regard ensuite qui porte sur la méthode. C'est le feedback qu'ils me donnent sur la méthode. Honnêtement, ça fait vraiment plaisir. Mm. Ouais. Est-ce que toi, la déshypnose, tu pourrais associer ça à une forme de métacognition ou pas Alors, forcément? il faudrait que tu m'expliques ce que c'est une métacognition d'abord. Bah, je pense que ça va être une sorte d'hypnose aussi parce que c'est le fait de regarder, enfin de prendre conscience de ses pensées Ouais, et d'avoir ok. un regard sur ses pensées un peu méta, quoi, et de se dire qu'est-ce qui fait que je pense comme ça et est-ce que c'est un biais, est-ce que c'est un machin, un truc. Bien sûr. La position méta, euh, c'est une ressource qu'on utilise en Mm. hypnothérapie, sans forcément aller très loin dans cette ressource, mais qui effectivement fait partie des éléments qui permettent de se dissocier d'un élément, donc d'avoir du recul, Mm. et donc déjà d'avoir une reprogrammation qui peut se faire rien qu'avec ce recul-là. Donc oui, bien sûr, on va dire que la position méta, c'est le début inconscient du retour au point zéro. Je Ok, précise, le début inconscient du retour au point zéro. ok. Donc en mettant de la conscience dessus et en prenant de plus en plus des positions méta par rapport à nous-mêmes, Ouais. on pourrait commencer ce petit chemin C'est vers ça, le point en zéro. prenant de plus en plus de positions de méta par rapport à ce que tu crois être toi, par rapport à ce qu'on croit être nous-mêmes. Parce que pour l'instant, tes identifications sont fortes et c'est normal. Ah mais c'est super. Ouais, ouais, ouais. Je le conscientise vachement bien, mais c'est vrai que je me dis putain, mais bon, je crois que j'y tiens en fait des fois à mes identités tu vois, Mais de meuf un c'est peu la nature. punchy, de meuf relou, de machin. On est content de son identité des fois. Tu sais, c'est super ce que tu me dis parce que c'est justement une conversation que j'ai eue avec quelqu'un là, récemment là, qui souffre d'une situation importante. Et oui, on tient à tout ça. euh, et en fait, c'est OK. Si tu es Mm. OK avec tout le reste, tout va bien. Si tu es OK pour rester dans ta personnalité, que tu tiens à ta personnalité, que les affres des hauts et des bas de ta personnalité te conviennent bien, bah, ne fais pas de recherche intérieure, ne cherche même pas à changer. Tu vois ce que je veux dire? Le gros problème, c'est qu'on tient à des choses, mais qui nous tiennent dans des éléments qu'on ne souhaite pas. Mm. Et le plus important dans tout ça, tu fais bien de le souligner, c'est que autant on aurait une facilité à se désidentifier, se désolidariser et nettoyer nos démons, Mm. nos monstres, les monstres qui nous font peur. Mais beaucoup moins ce qui nous glorifie, beaucoup moins les sirènes, beaucoup moins ce qui nous apporte de la joie et du plaisir. Mm. D'accord? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les monstres et les sirènes, ils vont ensemble. Et que si on fait ce travail, c'est un travail total. Le bien et le mal, l'agréable et le désagréable vont ensemble. C'est la polarité, la dualité. Et que ce travail au point zéro ne peut se faire que quand tu lâches même la partie la plus géniale, entre guillemets, que tu considères la plus géniale de toi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but du point zéro, c'est pas de t'inventer autre chose, c'est de te faire réaliser ta nature profonde et libre par rapport à ce que tu es vraiment. Donc, ce que tu gagnes en échange est bien plus puissant que cette fameuse vertu à laquelle tu tiens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Et il faut aussi savoir une chose, c'est qu'une fois que tu es libéré, du moins au moins momentanément, tu vois, dans ta perception de tout ça, eh bien, ça libère Anna, ça libère Fred, ça libère l'organisme corps mental, le corps se détend, le corps s'exprime, le système fonctionne enfin. Tu sais, c'est la fameuse phrase de Erickson qui disait, en fait, le vrai problème, c'est que le conscient essaye de faire ce que l'inconscient sait faire mieux que lui. Mais Mm. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu laisses l'inconscient faire, tu laisses la vie être, la vie faire, forcément, bah, y a tout un tas de codes qui tombent, et puis, voilà, en fait, tu libères Anna quand tu fais ça. Et tu te libères en même temps. Et c'est ça qui fait que les choses sont formidables. Donc oui, il peut y avoir des appréhensions à faire un tel travail, mais je crois vraiment que c'est profondément, je crois que de toute façon, l'homme et la femme, bien sûr, n'ont pas le choix en fait. Ou ils restent dans une hypnose profonde au quotidien avec tout ce que ça implique, Mm. ou bien ils se réveillent. Mais on ne peut pas négocier avec ça. Et c'est aussi pour ça que c'est un travail qui se fait depuis la nuit des temps. Je veux dire, Zéro Mental n'a pas inventé l'éveil au point zéro. Zéro Mental, c'est une pédagogie élaguée de spirituel, de philosophique, de religieux et qui a des simplificateurs, des accélérateurs. C'est de la pédagogie, en fait, le Zéro Mental, tu vois. Mais le point zéro, ça existe depuis la nuit des temps. Mm.
Ok. Ouais, c'est ce que tu dis quand tu dis on peut pas négocier avec ça. Ça me fait vraiment penser à une sorte de deuil parce que dans ma tête j'essaye de négocier depuis tout à l'heure, tu vois. J'essaye de Ouais, me ouais, dire ouais. ouais mais je Mais pourrais juste enlever c'est ça et machin. c'est exactement ça. Tu vois, hier, je faisais travailler un groupe sur le fait que tout ce qui apparaît à la conscience s'annule. Tout ce qui apparaît en termes d'émotions, d'impressions, de sensations s'annule. Et si tu regardes cette annulation en temps réel, en fait, tu vois la mort en temps réel de tout. Tu vois tout qui disparaît. En fait, tu vois tout simplement ce que dans le bouddhisme, ils vont appeler l'impermanence. D'accord? Oh là là, Bon. moi avec mon angoisse de mort, je suis foutue. Ouais, non, mais tu vois, ton angoisse de mort, Hmm. elle aussi, elle disparaît. Ah C'est-à-dire qu'en ok fait, d'accord. c'est tout ça en fait qui disparaît. C'est que même l'angoisse, elle disparaît parce que ton angoisse de mort, elle n'est que le fruit d'une mémoire et d'une interprétation, d'une imagination. C'est pas du tout en rapport avec tout ça. Et en fait, de quoi ils se sont rendus compte hier? Ils se sont rendus compte que quand ils voient ça en temps réel, ben, en fait, ils deviennent libres de tout. Et ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent s'identifier à rien. Et beaucoup ont dit, mais c'est marrant, au moment où j'arrive à ça, j'ai un sentiment d'amour très fort qui arrive, Hmm. spontanément, d'accord? Et qu'en fait, voir la mort en temps réel, c'est la pure totale puissance de la vie en temps réel. Et c'est là que finalement, bah, toutes les imaginations que tu peux avoir toi aujourd'hui qui te posent peut-être des petites problématiques sur la mort, par exemple, bah, ça s'effondre. Parce qu'il y a une chimie nouvelle qui se met en place, une clarté qui se met en place, ce que dans certaines traditions, ils vont appeler le discernement, et c'est très puissant. Et donc, la seule chose qui nous fait peur, en fait, c'est ce qu'on imagine. Ouais. Ce n'est pas la réalisation. Mais tu as raison, c'est une forme de deuil. Mais un deuil qui a du bon. Hmm. C'est ça, c'est mourir à ce que nous croyons être. Et c'est pour ça aussi que cette forte reconsidération de la nature du réel et du non-réel, elle est, euh, elle est incroyable, quoi, en fait. C'est total. Surtout aujourd'hui, dans la vie humaine, la vie du monde d'aujourd'hui, où on se rend compte à quel point les gens sont hypnotisés de fou, aliénés de fou, déprimés pour beaucoup de fous, qui perdent des points de repère qu'ils croyaient réels parce que c'est des points de repère fictifs, mais que la matière les a retirés. Donc, du coup, ils perdent ces points de repère. En fait, le sens qu'ils portent dans leur vie peut tomber. Il y a tout un tas de choses qui prouvent bien que l'hypnose mentale que les gens vivent, elle est impossible. C'est un cul-de-sac. Ça marche pendant un temps, mais à un moment donné, il n'y a pas de salut. Et c'est ça, en fait, je dirais, tu sais, l'enseignement ancestral de toute cette sagesse ancestrale, tu vois, sur l'éveil, quoi. Dans le bouddhisme, ils ont ça, mais dans toutes les religions, en fait, il y a toujours eu des extrêmes qui vont plus loin que la pensée, qui disent, voilà, moi, j'abandonne la pensée, j'abandonne les livres et je me concentre que sur l'absolu, ou je récite que le nom de Dieu pour d'autres qui ont d'autres façons de concevoir les choses. Et ils vont dans cet absolu, ils oublient tout. Hmm. Et ils rentrent dans ce fameux rien qui est en fait total. C'est la fin du rêve. Et ce que vivent les praticiens zéro mental, à différentes échelles d'intensité, bien sûr, c'est des flashs de ça, des prises de conscience. Hmm. Certains diraient, oui, mais vous savez, si vous avez déjà une prise de conscience comme ça dans votre vie, c'est déjà très bien. Estimez-vous heureux, c'est très très bien. Ben non, nous on dit non, ça devrait être tout le temps. Donc après, c'est un travail qui se fait. Hmm. Et forcément, ça change le rapport au monde et le rapport à l'illusion de l'autre. Voilà pourquoi c'est super important en tant que praticien de pouvoir toucher des zones comme ça, parce que c'est la zone qui t'arrache à la souffrance. Parce que dans le point zéro, il n'y a pas de souffrance. La souffrance, elle n'apparaît qu'en fonction de nos concepts et notre imaginaire. C'est une hallucination. Alors bien sûr, elle paraît bien réelle. Moi, si je fais un rêve cette nuit et que dans ce rêve, je me fais poignarder, j'ai l'impression d'être poignardé, tu vois. Ouais. Et si je laisse mon esprit aller faire n'importe quoi, je vais replonger dans une forme d'hypnose. Mais c'est sûr. Et c'est normal. Et donc, du coup, le but du jeu, c'est de se réveiller. Il y a une telle force hypnotique que
c'est un travail d'observation de chaque instant, mais qui devient une façon d'être. Si tu veux. Bon, il y en a qui sont véganes, leur façon d'être, c'est vegan, les autres, c'est yoga, l'autre, c'est karaté, l'autre, c'est machin truc. On a tous une façon tu vois, d'aborder la vie qui prend toute place parce que ça apporte un nouveau regard, tout simplement. Et c'est ce nouveau regard que j'ai installé dans l'hypnose ericksonienne. Enfin, ericksonienne, encore que je crois que, tu sais, même Erickson disait, mais en fait, il n'y a pas d'hypnose, il n'y a que de l'auto-hypnose. Mais si tu veux, après, ce sont des débats pédagogiques. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et je réfléchissais tout à l'heure à une métaphore qui permettrait de faire comprendre aux gens ce qu'est la déshypnose, le regard disruptif qu'apporte le zéro mental par rapport à l'hypnothérapie. Pour moi, c'est un peu comme si, tu vois, tu as une paire de jumelles et tu la prends à l'envers. Au début, moi, c'était ça. L'hypnose, ce que j'ai appris, c'est prendre la paire de jumelles à l'envers. Je vois des trucs, mais je ne distingue pas très bien, tu vois. Je me dis, ouais, c'est bizarre ce truc. Et un jour, je retourne la paire de jumelles parce que c'est un renversement de perception. Et là, tout est clair. Pour moi, pour mon client. J'ai une question qui me tourne à la tête et je ne sais pas du tout comment la poser. Donc je vais la poser comme je peux. Est-ce que, je prends un exemple tout con, les problèmes écologiques. Si je me dis que c'est que le réel, c'est que de l'imaginaire, est-ce que c'est pas aussi un moyen, quelque part, de me déresponsabiliser et de me dire, bon bah voilà, ça me concerne pas parce que c'est juste ma peur de... Tu vois ce que je veux dire? Ou pas du tout? Je suis pas en train de créer ma peur par rapport à des problèmes qui sont concrets. Est-ce que ces problèmes sont vraiment concrets? Je pourrais pas te dire, mais voilà, par rapport à des vrais problèmes dans la réalité, est-ce que me déshypnotiser me ferait pas perdre de la responsabilité dessus? Ça ne peut que te faire gagner en clarté et en discernement. D'accord. La grande question, c'est est-ce que tu es libre ou pas? Est-ce que quand tu penses à ce problème-là, tu es libre ou pas? Ça, c'est une bonne question. Oui. Et j'ai envie de dire à un niveau plus profond, quitte à ce que ça choque certains, et c'est bien, d'un point de vue ultra profond, l'absolu s'en tape de l'écologie et s'en tape même que la planète explose. Ça ne changera rien, ça changera absolument rien à la nature de l'univers. Ça ne peut embêter que les êtres humains qui vont vivre sur cette planète et qui autodétruisent les choses. Mais si tu veux, ça, c'est le résultat de quoi? C'est plutôt le résultat, voilà comment je le lis moi. C'est le résultat d'une hypnose mentale délétère qui fait qu'on s'autodétruit, on détruit l'autre, on est stupide. Mais je veux dire, ce n'est pas pour donner des leçons. Moi mon cerveau, si je le laisse fonctionner, c'est un abruti. D'accord? Et voilà. Après, je crois qu'on ne peut pas tout faire. Sauvons-nous nous-mêmes et après on voit ce qui se passe. Parce que si on ne se sauve pas nous-mêmes et que ce sont nos biais et nos pathos qui veulent gérer le monde, c'est le bordel, on le voit bien. Sur les addictions... J'ai envie de te dire autre chose parce que tu me parles de responsabilité. Tu sais, imagine, je sais pas, imagine tu as un enfant un jour. C'est pas parce que tu fais du point zéro que ton enfant... tu le laisses dans la baignoire, tu l'oublies. Enfin, ce que je veux dire, c'est que la vie prend soin d'elle-même. La pensée pense, l'interaction se fait, les sentiments s'échangent, la vie continue d'opérer. Mais pas avec la même notion d'identification et de lâcher prise, je pourrais dire, et de transcendance, je pourrais dire. Donc, c'est tout à fait complémentaire. Ce n'est pas parce que tu travailles sur le point zéro que tout d'un coup, tu prends une Kalachnikov et tu tires sur tout le monde. Tu comprends? Tu vois l'idée? C'est qu'en fait, il n'y a pas de lien entre la responsabilité par responsabilité. En fait, le monde, la responsabilité, s'occuper de l'autre, interagir avec l'autre, prendre soin de l'autre, tout ça, c'est des choses qui sont
inhérente dans nos programmes, tu Mhm. vois, avec plus ou moins d'éducation de base, j'entends bien, mais voilà, tu vois, il n'y a pas de notion de je ne vais pas être responsable, en fait. Mhm. Ok. Ok. Sur des sujets, par exemple, comme les sujets. J'entends par là que tu considères que tous ceux qui ne s'occupent pas de l'écologie ne sont pas responsables. Mais bon, Bah, je suis moi-même pas responsable en soi, pa- parce que pa- je m'en occupe pas passons comme je là-dessus, devrais. passons là-dessus, je taquine, hein. Tu fais bien. Euh, et sur des sujets où ça touche le corps physique, par exemple les dépendances, où il y a un truc qui se crée dans le cerveau de dépendance, quoi, un vrai truc neuro, il y a plus de récepteurs, etc. Euh, Comment on peut aider la déshypnose alors déjà en s'associant plus aux produits, j'imagine. Bah, en fait, si tu veux, tu as déjà tout ce que tu sais faire en hypnothérapie. Ouais. Et ensuite, ce qu'offre le praticien zéro mental, c'est simplement des clés complémentaires pour faire un effet de levier sur les mémoires qui posent problème. Mais si D'accord. tu veux, la mémoire, tout comme en hypnothérapie, tu dois aller la trouver. Mhm. Et ensuite, tu utilises un effet de levier pour la changer. Après, te dire que tu vas éveiller l'autre au point zéro pour qu'il puisse se libérer de sa dépendance, je te mentirais parce que ça prendrait trop de temps et ça dépend de qui tu es en face de toi. Je veux dire, quand tu poses des questions plutôt existentielles, on va dire, à des gens qui n'ont pas la même, je dirais, la même compréhension de la question, tu vas avoir des résultats complètement différents. Donc moi, les seules personnes que j'ai pu aider sciemment à les accompagner à accélérer leur éveil au point zéro, ce sont des gens qui étaient en demande de ça. C'est pas, tu vois. Donc, Mhm. je ne veux pas vous faire croire que le praticien zéro mental va vraiment s'y prendre différemment, mais il y a tout un tas de choses et de croyances, comme tu as compris, qui vont nous aider. Oui, effectivement, dans le travail, à aller plus droit au but, etc. Mais oui, si demain tu trouves de la mémoire qui pose problème et que tu emmènes le client dans le silence, dans un état d'être qu'il manque d'habitude et qu'il recherche plutôt à travers la nourriture d'habitude et que tu lui fais vivre dans un silence profond, ben bien sûr, ça va le recadrer. Bien sûr qu'on peut utiliser ça. Bon, ce sont des leviers comme d'autres, hein. C'est intéressant, je trouve, que tu fasses cette espèce de recadrage, que ben voilà, tu vends pas non plus une méthode magique de... Écoute, ouais. Moi, c'est comme ça que j'en avais entendu parler au départ, en fait. Ouais, Tu mais vois. bien sûr, tu sais, Et on dit. oui, les on-dit, bien sûr, bien sûr. Ce qui est marrant, c'est que c'est parfois ceux qui la connaissent le moins qui en parlent le plus. Mais bah, c'est assez amusant d'ailleurs. Mais si tu veux, non, bien sûr que le marketing de zéro mental, il est assez tranchant. On va, on va bien sûr parler de tout ce qu'on arrive à faire, que d'autres méthodes arrivent peut-être moins à faire. Euh, mais si tu veux, on reste des individus limités. Je crois sincèrement que le zéro mental, c'est très puissant. Pour ma part, je pense qu'il y a une puissance complémentaire à l'hypnothérapie pour les raisons que j'ai évoquées et pour le fait aussi qu'il y a des accélérations de changement. Donc, pour moi, c'est évident. Mais à côté de ça, si tu veux, d'une part, l'hypnothérapie, c'est génial, c'est fantastique. Donc, je crache pas dessus, hein, c'est pas ça. Mais si tu veux, c'est il faut pas faire. Enfin, si tu veux, c'est normal que certaines personnes croient que c'est la méthode magique, etc. Euh, mais foncièrement, quand j'interagis avec eux, ils comprennent très vite que la vraie limite, c'est nous-mêmes. Ce que je veux te dire par là, excuse-moi, je leur fais clair. L'hypnothérapie, c'est génial. Mhm. Le zéro mental, c'est génial. J'ai un peu plus un coup de cœur sur le zéro mental. On est d'accord. Mais la limite, c'est nous. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. C'est-à-dire que moi, je suis limité. Le zéro mental n'est pas limité comme moi je le suis. Mhm. C'est-à-dire que, Anna, demain, tu es formée en zéro mental. Tu vas Mhm. peut-être réussir plus facilement avec un client que moi. Tu comprends? Ok. Parce que voilà, il y a aussi tout un tas de codes et de filtres qui sont inhérents à notre personnalité, qui de toute façon, voilà, il y a tellement des milliers de paramètres qui passent dans une communication, dans une intuition, dans des choses comme ça, que ça joue.
Donc, on est limité. Mais j'ai tenu à créer quelque chose qui va vers un champ non limité, qui est celui de l'absolu. Et après, on verra comment ça évolue, parce que tu sais, ça continue d'évoluer. Ça évolue sans cesse, le zéro mental. Ok, trop bien. À la base, ce podcast, il s'adresse aux débutants dans l'hypnose. Ouais. Mais c'est débutant, là, ce qu'on se dit, non? Ouais, carrément, au moins. Tourner la tête de tout le monde. Est-ce que tu auras un conseil pour eux, pour ceux qui débutent et qui... alors moi, souvent, ceux que j'accompagne, c'est ceux qui manquent de légitimité, qui ont des peurs, qui osent pas pratiquer, parce qu'il y en a beaucoup trop dans leur cerveau, souvent, trop de techniques. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, en fait, déjà, il faut vraiment être au clair sur le fait que la technique, ça aide quand même. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que je vais faire une séance d'hypnose et que je me prends pour quelqu'un de légitime que tout d'un coup, tu vois, il y a du travail. Je crois qu'il y en a qui bossent pas assez, honnêtement. Je pense qu'il y en a qui bossent pas assez leur gamme. Ils se disent, je suis sorti de formation, c'est bon, alléluia, je suis certifié, Mm. je suis un killer, quoi. Mais donc forcément, c'est pas forcément facile. Pour ma part, je me suis senti légitime seulement au bout de 2 ans de pratique, hein. Et pendant les 2 premières années, avec la friction qu'il y a eu avec les états d'hypnose et tous ces trucs-là, j'étais jamais content de mon travail. Mm. Donc, j'ai envie de dire, persistez. Deuxièmement, je vous donnerai un conseil qu'on m'a donné au tout départ. C'est à l'époque, il existe encore d'ailleurs, ce monsieur. Vous pouvez aller sur son site. Il s'appelle Patrick Esch, l'auteur du guide des protocoles hypnose PNL. Il est toujours vivant, profitez-en tant qu'il est là. Il m'a dit, puisque je lui ai dit, ouais, regarde, là, je sors de formation, ça fait 6 mois que je suis formé, mais je sens que quand je fais des séances, c'est pas, tu vois, parce que j'avais l'idéal de mon formateur à l'époque. J'avais été formé à l'IFHE au départ. Après, je suis passé dans des écoles, d'autres écoles que d'autres connaissent bien, mais il m'a dit, mais Fred, est-ce que tu te rends compte que rien que de poser une bonne question à ton client, tu peux l'aider plus qu'une séance de psy? Que les petites choses que tu fais, déjà, ça peut l'aider beaucoup plus que des séances de psy. Mm. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, tu n'as pas tort, parce que là, je me comparais à, on va dire, un idéal que je m'étais construit dans ma tête de ouais, tout faire en une séance, on plie tout, on fait des inductions de dingue. Tu vois ce que je veux dire, hein? Le truc, genre, j'ai la mallette d'Erickson et puis je sors tout le truc, tu vois. Mais non. Mm. Donc, je crois qu'il ne faut pas se prendre la tête et être consciencieux de se demander à la fin de chaque séance, en fait, OK, si c'était à refaire, je ferais comment? Et de se rappeler une chose, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui se passe dans une séance. C'est pour ça que, tu vois, quand tu me disais, oui, les résultats, les statistiques, les trucs, en fait, ça, c'est une question ça parle plus du doute du thérapeute. Mm. Parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose qui se passe. Alors évidemment, parfois, on ne vise pas au bon niveau. Mm. Et on est un peu à côté de la plaque, mais il y a des choses qui se passent quand même. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, ne croyez jamais vos clients quand ils vous disent qu'ils n'ont pas changé. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui se passe. Sauf exception, bien sûr. Tu vois, ce n'est pas généralisation pour généralisation. Il y a toujours quelque chose qui se passe si vous appliquez les choses correctement. Rien qu'une prise de conscience, les amis. Une prise de conscience, mais c'est déjà génial. Quelqu'un qui ressort de ta séance, il a une prise de conscience sur un truc important dans sa vie. Mais déjà, c'est pas une évolution, ça. C'est déjà bien. Mm. Donc voilà ce que Ok. je pourrais dire. Voilà, parce que tu me poses une question quand même très large, très ouverte. Oui. Donc voilà ce que je peux Attends, dire. la deuxième est pire. Ouais. C'est un livre à conseiller, un livre que tu trouves important à lire. Je vais vous lire en fait. Je vais vous lire. Je vais, Lis-nous. je vais vous recommander un livre, le fameux livre vers lequel j'ai été dirigé juste après mon éveil au point zéro. Mm.
je rentre, j'étais en Espagne, je rentre en France et je vais à la Fnac et je scanne et tout. Je suis attiré vers un livre euh, sur lequel il y a marqué Je suis en majuscule. Un livre immense de je ne sais pas combien de pages, il y a 1000 pages dans ce livre. Bref, un livre orange de Nisargadatta Maharaj. Je t'enverrai le truc, je te l'écrirai et puis tu pourras le mettre sous le podcast. Et ce livre, c'est quoi? C'est pour le coup quelqu'un qui est vraiment fixé dans le point zéro et qui te parle que à partir du point zéro et qui te sabre tous tes concepts, qui te détruit tous tes concepts, toutes les questions sur le réel, le non réel, la vie, la mort, le truc, il te recadre tout, quoi. Parce qu'il est tellement dans le truc que toutes les illusions, c'est comme des vagues qui essayent de bouger le rocher, mais ça ne bouge pas, quoi. Donc, il recadre tout. Et donc, c'est très puissant. Ok. Alors, évidemment, c'est une recherche particulière, mais tous ceux qui l'ont eu dans les mains, je pense que normalement, ça a dû faire cheminer certaines choses, quoi. Ok, je suis. Ouais. Cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Voilà pour cet épisode. Encore merci Frédéric pour avoir bien voulu passer un peu de temps avec moi. C'était super intéressant. J'avoue qu'au début j'appréhendais grave parce que vu la com de Frédéric, je me disais je vais en prendre plein le nez, plein le museau. Et en fait j'en ai pris plein le museau mais d'une autre manière. Moi ça m'a vraiment secoué. Là on est plusieurs semaines après le podcast et ça a changé déjà un peu ma manière de voir le monde, l'hypnose, les histoires qu'on se raconte surtout beaucoup. Donc un grand merci à toi. Comme je vous l'ai dit, vous retrouvez en commentaire ces livres que vous pouvez directement commander. Et pour travailler avec moi, vous avez plusieurs possibilités. Ou vous pouvez m'envoyer un mail pour tout ce qui est coaching de praticien, supervision. Ou alors rentrer dans le programme Oser se lancer, qui est un programme à destination des débutants et qui va vous aider à trouver vos premiers clients, à simplifier votre pratique, avoir les bases de marketing et pouvoir enfin vous lancer. J'anime aussi une formation en ligne sur le non-verbal, la communication non-verbale et les émotions, parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant pour tous les pratiquants d'accompagnement. Et c'est des choses qui manquent en fait dans les formations de base. On parle vaguement des émotions, c'est très important, et puis on ne dit pas vraiment comment travailler avec. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à noter le podcast si vous êtes sur iTunes. Je vous souhaite à tous une très belle journée et prenez soin de vous.